La phrase de Musk, c'est We are the real media now. Nous sommes les médias. Et c'est moi qui ai écrit ça? C'est tellement une bonne question. Bonjour. C'était par rapport aux attaques de 2015. Et c'est moi qui ai écrit ça? En fait, j'habitais déjà en France depuis un petit moment, mais j'ai rejoint CNN à peu près à ce moment-là. Et les jours après, le lendemain, le surlendemain, quand je sortais juste marcher dans la rue, à quel point la tristesse de la ville était grande, en fait. On dit de Paris souvent que, ou plutôt elle a cette réputation auprès des touristes d'être un peu grognon, de ne pas être forcément très aimable ou très poli par rapport aux standards américains de sourire tout le temps. Et en fait, ces jours après m'ont fait comprendre à quel point la joie de vivre normale de Paris est grande. Et là, elle avait disparu. Et c'était seulement la voyant disparaître que je m'en suis rendu compte. En fait, à CNN, on a un système qui s'appelle Swarm. Et en fait, ça veut dire qu'un média comme la BBC, qui a beaucoup plus de ressources que nous, peut aller vers plein de terrains différents. Sous Jeff Zucker, qui était à l'époque notre CEO, l'idée c'était on a des ressources limitées, il faut vraiment choisir et cibler nos trucs. Et là, on était 130. 130 personnes étaient venues pour ces attaques pour CNN en 2015. C'était énorme le déploiement. Parce que justement, c'était quelque chose qui parlait beaucoup aux Américains. Paris a une place particulière dans le cœur des Américains. Donc c'était une des grandes, pour nous, un des grands événements qu'on avait couverts, comme Notre-Dame quelques années après. Oh, c'est peut-être la France qui a pas mal changé. Je trouve que depuis 10 ans, Paris devient toujours plus cosmopolite. Les jeunes, par exemple, parlent anglais. Nous, on descend souvent avec notre caméra sur les Champs-Élysées, essayer de savoir ce que pensent les Français ordinaires, etc. Et il y a 10 ans, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui veut bien nous parler anglais, ça n'est plus le cas. Donc la France a pas mal changé en 10 ans. En termes d'ouverture vers le monde extérieur et linguistiquement, en fait. Oui, non, ça, on a beaucoup de tolérance pour nous. Je me rends compte, par exemple, quand souvent dans les manifestations à Paris, je sais que les gens sont très remontés contre BFM. Et en général, dans certaines manifs particulièrement violentes, quand les gens voyaient une caméra, un groupe de journalistes, on venait nous insulter. Et j'ai eu 1 ou 2 cas où on venait nous insulter et après on nous entendait parler anglais et vite on venait s'excuser auprès de nous. C'était très rigolo, comme si ça nous donnait un laisser-passer et que les mêmes règles de la haine du manifestant contre les médias disparaissaient. C'était très curieux. Comme nous, aux États-Unis, à partir de 2016, on n'a plus pu aller dans la rue avec sur nos caméras CNN. C'est-à-dire que le populisme qu'on trouve au sein de manifestations souvent, ou qu'on trouve en politique maintenant beaucoup aux États-Unis, de plus en plus en Europe, fait que les journalistes sont ciblés, en fait. Et ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas vraiment. Cet entretien, TF1 nous avait proposé de venir poser des questions aux 2 candidats dans l'entre-deux tours par rapport à la politique étrangère, justement. Si on repense à 2017 par rapport à maintenant, le paysage médiatique a tellement changé en France. C'est un monde très différent dans lequel on couvre la politique en 2000. Ça sera un monde très différent en 2027 que ça n'était en 2017. Comme aux États-Unis, ça a beaucoup changé. À la fois les médias, le paysage politique et le rapport entre les deux qui devient beaucoup plus conflictuel. Jusqu'à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, les médias étaient considérés comme un espace où des débats pouvaient avoir lieu entre les 2 candidats, où on pouvait avoir un éclaircissement sur leur position, où le boulot des journalistes était d'être neutre et de les écouter et de permettre aux Français de comprendre quels étaient les programmes, quelles étaient leurs propositions. Certains médias sont devenus beaucoup plus engagés aux États-Unis comme en France et presque de la propagande, pas forcément pour un parti ou pour un candidat, mais contre ce qu'on estimait jusque-là être le socle du journalisme, qui était les faits, la vérité, la recherche d'impartialité. Alors, il y a beaucoup de choses à aimer chez Mélissa, mais la première qualité qui me vient à l'esprit, c'est sa capacité à toujours dire oui. J'ai demandé à Mélissa de se baigner dans la Seine Elle m'a forcé, avant le début des Jeux Olympiques.
et non seulement de se baigner, mais aussi de faire un live entier, un direct, tout en nageant. Le courant était très fort, Mélissa s'accroche au bateau. Là, je commence à voir des petits bouts de pain qui flottent sur la Seine. Et je pense voir aussi un petit rat mort, mais je lui dis rien, bien sûr, parce que elle va être en direct dans 2 minutes. Tout d'un coup, une vague arrive, elle boit la tasse, et 5 secondes plus tard, je lui souffle « Tu es en direct ». Et là, elle fait son direct pendant 5 minutes, direct parfait. C'est une vraie pro, c'est Mélissa Bell. C'est rigolo, c'est vrai, elle m'avait forcé. Parce que donc, elle avait annoncé à tout CNN qu'on allait faire ce direct de la scène, sauf qu'elle me l'avait pas dit en fait. C'était comme ça que ça s'est passé. Donc, elle m'a dit, mais tu vas voir, après tu me remercieras, ça va être sympa et tout. Et c'est vrai qu'après, je lui dis, c'était sympa d'avoir, de pouvoir dire qu'on a pu se baigner dans la Seine. Dans le bureau de Paris, c'est tout petit. Il y a moi, un caméraman et 3 producteurs. Et Saskia, on travaille ensemble depuis 8 ans. En fait, il faut vraiment aimer ses collègues. Je pense qu'un des grands avantages de la télé, par exemple, par rapport à la presse écrite, je vois souvent ces pauvres correspondants tout seuls. Et ça doit être très difficile, moralement. Alors que quand on part à 3, donc caméraman, correspondant, producteur, c'est génial de pouvoir travailler comme ça avec des gens qui te rendent meilleur et où les collaborations font de toi un meilleur journaliste que tu ne serais seul. Et ça, c'est le gros avantage de travailler en équipe à la télé. C'est, oui, la photo de la rencontre où le monde entier a eu un peu d'espoir. C'était le moment où c'était vraiment intéressant de voir comment le président français, qui a un peu un espèce de, on l'avait déjà dit dans les médias américains, dans le premier mandat, it's like a Trump whisper. Il avait quelque chose où il arrivait à le flatter tout en le corrigeant en direct, ce qu'il a fait ce jour-là, en mettant des mots dans sa bouche, quasiment. Il avait repris avec pas mal de dextérité ce jour-là devant le président américain, donc en français, la position américaine qui n'était pas du tout celle qu'il expliquait. Et le temps que la traductrice vienne expliquer que Macron disait que les Américains étaient d'accord pour des garanties de sécurité, qu'on allait tous travailler ensemble, un message fort contre Poutine. Lui avait dit quelle belle langue, et le temps que la traduction vienne, on voyait son visage un petit peu devenir un peu plus sombre, parce que c'était pas du tout la position américaine, en vérité. Entre tape sur la jambe, sur le dos, d'amabilité, de bromance, de le voir faire passer un message à Poutine qui jusque-là n'avait pas été le message donné par la Maison-Blanche et ne serait pas le message d'ici la fin de la semaine, mais pendant quelques heures on y a cru. Alors j'étais très intriguée, je ne sais pas pourquoi, en fait ce jour-là le plus intéressant c'est ce qui s'est dit dans le bureau Oval et c'était extraordinaire et je pense que parce que peut-être la presse américaine, les médias américains ne s'attendaient pas à ce qu'il en ressorte autant et c'était peut-être une des premières fois où il y a eu cette séquence bureau Oval justement plus ouverte où chacun répondait à des questions de façon moins formatée et préparée. C'était passionnant de voir Emmanuel Macron présenter un front uni alors qu'il ne l'était pas, de reprendre le président américain quand il disait des choses fausses sur l'argent qu'avait reçu l'Ukraine et quelle était la proportion des uns des autres et quelle était la forme que ça avait pris. Depuis de nombreuses années, un des trucs qu'on me pose souvent, c'est pourquoi le regard étranger sur Emmanuel Macron est aussi différent du regard français sur Emmanuel Macron. Il est globalement pas très apprécié des Français dans les sondages, on sait qu'il a du mal, les Français sont assez virulents à son égard. Et je trouvais que c'était intéressant au lendemain de cette rencontre d'entendre pas mal de journalistes français dire mais en fait là il faut avouer qu'il était bon donc je pense qu'il a impressionné des deux côtés de l'Atlantique ce jour-là par sa dextérité en fait. Bonjour. Bonjour. C'est deux choses. Les Américains ont toujours une fascination pour la France, pour Paris, mais pour la France pour des raisons historiques de la plus vieille alliance, la plus vieille amitié. Et puis, il y a ces histoires qui ont une résonance particulière pour eux, par exemple le droit à l'avortement constitutionnalisé alors qu'il ne l'est pas pour les Américaines. Et puis, je pense qu'ils sont aussi pas mal intéressés en ce moment par comment nous, en Europe, on perçoit Donald Trump. Je pense et les États-Unis en général, je pense qu'il y a pas mal d'Américains assez catastrophés par l'image actuelle de leur pays.
Je trouve que, en fait, je trouve qu'il y a une différence de langue. Déjà, je trouve le français, déjà, c'est une langue très lyrique, très belle. Et j'ai toujours été frappée dans le journalisme français que peut-être que c'est ce qui explique que ce soit de la presse écrite ou de la télévision, c'est très fluide à écouter, c'est très beau. Mais de temps en temps, on a du mal à savoir quels sont les faits qu'on vient d'apprendre. On peut lire le point, l'Express du début jusqu'à la fin. Il y a plein de belles choses dedans. Mais on lit The Economist du début jusqu'à la fin, mais le nombre de faits qu'on a dans sa tête, de facts, sur ce qui se passe vraiment dans le monde, sont beaucoup plus importants. Et la place, la rôle de l'information prend une place différente. Je trouve le journalisme français, c'est plus de fioritures, c'est plus de beau langage. Et donc peut-être souvent plus d'opinion aussi. C'était presque des jeux pendant le premier mandat. Maintenant c'est beaucoup plus sérieux. Parce que non seulement les attaques verbales continuent, notamment vers Caitlin Collins, qui est notre correspondante actuelle à la Maison Blanche, avec beaucoup d'agressivité, de virulence. Ils choisissent aussi maintenant qui a accès à la Maison Blanche et qui n'a pas accès, et pas juste la Maison Blanche, les déplacements de Donald Trump, et donc accès à ce à quoi on devrait avoir accès, en mettant ce qu'on peut même appeler ça des journalistes, des propagandistes de médias qui sont ultra pro-Trump, qui ont maintenant accès, qui ont droit à la première question, qui vont demander, justement le jour de la rencontre de Zelensky, le truc a ouvert avec pourquoi vous ne portez pas un costume, de la part d'un de ces non-journalistes qui ont maintenant leur place dans le bureau ovale, alors que The Associated Press en est exclu pour avoir refusé d'appeler le golfe du Mexique juste le golfe des Amériques. Ils l'appelaient les deux pour que le monde entier puisse comprendre, puisqu'ils sont partout dans le monde, et ça n'a pas plu, donc ils ont été exclus. Donc c'est pas simplement par agressivité verbale envers les médias indépendants, ni par menace d'exclusion de la Maison Blanche, mais maintenant par des voies juridiques que les organes de presse sont attaqués. La phrase de Musk, c'est « We are the real media now », nous sommes les médias. Et l'idée, c'est que n'écoutez surtout pas ce que vous dit CNN ou ce que vous lisez dans le Washington Post ou le New York Times ou The New Yorker ou dans tous les organes de presse crédibles et indépendants et où les vérifications normales se font. Écoutez plutôt nos caisses à résonance, c'est nous qui vous dites, c'est nous qui disons la vérité. Et dans ce monde-là, et bien ce que dit Donald Trump, ce que dit Elon Musk, c'est vrai. Quand bien même on sait que c'est faux, quand bien même on sait que ça n'est pas l'Ukraine qui envahit la Russie, mais le contraire, dire que noir et blanc et noir, et ce que vous aviez pensé être vrai n'est pas vraiment, et puis il y a plein de vérités, puis après tout, qui sait vraiment, qui fait quoi. En fait, c'est le premier stade du fascisme, en vrai. Et donc pour les journalistes qui font leur travail, qui prennent la peine encore d'aller voir, c'est super frustrant. J'ai souvent été frappée ces dernières années en rentrant d'Ukraine, de me retrouver avec des Français qui, plutôt influencés par la presse de droite française ou par les algorithmes de droite français, reprennent sans même le savoir de la propagande russe. Et j'avais pour dire telle ou telle bataille ou telle ville, je peux vous dire mais j'en reviens et voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai vu. Non, pas du tout. C'est une méfiance par rapport à ce qu'on leur dit, tellement ça n'est pas de la vérité qu'ils pensent avoir, c'est de la propagande qu'ils ont attendue et ça les touche affectivement. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Est-ce que vous trouvez que les journalistes politiques français sont pas un peu trop complaisants parfois avec les députés, les ministres, voire le président ? C'est tellement une bonne question. Dans le monde anglo-saxon, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, il y a toujours eu une très forte tradition de journalistes qui jouent dans ce rôle de contre-pouvoir. Et c'est accepté que ce soit agressif, et souvent, je pense aux tabloïds britanniques, ils vont très loin, trop loin, dans les attaques sur la vie personnelle, des politiques, etc. Mais sur le fond, l'idée que nous, on soit là, pas pour être complaisant, au contraire, pour leur rendre la vie un peu difficile, c'est beaucoup plus clairement accepté, et c'est attendu. Et donc, dans le monde anglo-saxon, l'idée c'est
pas forcément une guerre, mais en tout cas, les questions doivent être dures. Ça ne doit pas être celle qu'on entend actuellement pour le président américain de la part des journalistes qui n'en sont pas vraiment dans la première question en général. C'est à quoi devez-vous votre extraordinaire succès, monsieur le président? Et ça, on peut s'attendre à beaucoup plus. C'est beaucoup plus, c'est de poser des questions difficiles, c'est d'avoir des réponses, c'est de les obliger à dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire et à creuser derrière leurs annonces pour savoir vraiment ce qui est dit. Je pense qu'en France, cette culture-là existait moins. Je pense que certains médias sont venus combler ce manque. Je pense à Mediapart, par exemple, qui sont venus justement être des contre-pouvoirs qui menaient des enquêtes réelles, qui allaient contre ce qui était dit ou qui rendaient inconfortable le pouvoir. Eh bien, c'est notre boulot. Ok. C'est une petite culture écologique. Alors, j'ai toujours pas mes lunettes. Je vais enlever ça. Mais c'était avant la visite de Nixon. C'est ce qui se passait en France le jour de votre naissance. C'est ce qui se passait en France. Le jour de ma naissance, bien sûr. C'est pour vous. Voilà, c'est un cadeau. C'est cadeau. Oh, c'est vrai? Merci. C'est génial. Je suis vraiment ravie. Mais vos archives sont si importantes que vous pouvez donner des cadeaux comme ça. C'est dingue. Mille merci. Je vais le garder toujours. Je suis fascinée. C'est super. Merci infiniment. Merci.